Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons encore pour ce 4e numéro de votre émission Ultime Conviction. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Pape Moussa Thior. Il est consultant international et spécialiste de la santé publique. C'est avec lui qu'on va s'entretenir pour les 30 prochaines minutes dans votre émission L'Ultime Conviction. Monsieur Thior, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous et à vos auditeurs de CNews. Oui. Donc, monsieur Thior, la présentation, elle n'est pas exhaustive, je sais, vu toutes les casquettes que vous avez. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le parcours d'une manière quand même très ramassée, justement? Bon, merci beaucoup. Donc, je pense que pour faire court, moi, je suis un pur produit de l'école sénégalaise. J'ai fait toutes mes classes au Sénégal, au lycée Blaise Diagne, à l'école militaire de santé, à la faculté de médecine. Et bon, les quelques formations que j'ai eu à faire de sous-spécialisation sur la santé publique et sur la paludologie, je les ai fait à Barcelone et à l'Institut Martinovski de Moscou. Donc, de façon globale, toute ma carrière, je l'ai fait au Sénégal. Ensuite, j'ai occupé des postes au niveau du ministère des Forces armées, comme médecin de corps de troupes. Ensuite, j'ai travaillé au ministère de la Santé, comme médecin-chef du district, directeur de programme paludisme pendant 7 ans. Ensuite, j'ai fait une carrière internationale qui m'a mené au Bénin, en Haïti et aux États-Unis. Et bon, maintenant, je suis consultant international en santé publique. Machallah, on a envie de dire tout simplement pour ce joli parcours que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes revenu au Sénégal pour partager avec les Sénégalais l'expérience que vous avez acquérie en tout cas partout dans le monde aujourd'hui. Mais tout à fait, parce que nous sommes des enfants du Sénégal. Le Sénégal nous a tout donné. Aujourd'hui, je pense qu'il est de notre devoir de rendre à ce beau pays ce qu'il a eu à nous donner. Ce pays nous a vu naître. Ce pays nous a tout donné. Avec le passeport sénégalais, je suis allé partout dans le monde. Aujourd'hui, à la veille de ma retraite, il est important de venir effectivement partager notre expérience avec les jeunes, avec les hommes politiques, avec les partenaires, pour voir comment améliorer les choses. Justement, vous n'êtes pas le seul dans ce contexte-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders sénégalais, beaucoup de têtes sénégalais, en tout cas, qui sont un peu partout dans le monde. Est-ce que vous lancez aujourd'hui un appel pour que ces gens-là, qui ont de l'expérience, qui ont bénéficié de la formation sénégalaise et qui sont aujourd'hui dans la diaspora sénégalaise, pour qu'ils puissent revenir quand même apporter un peu leur pièce à l'édifice qui est en train de se construire? Bon, je ne sais pas est-ce que je dois lancer un appel, mais je suis sûr que même ceux qui sont à l'extérieur, comme le Wolof dit, même ceux qui sont à l'extérieur, qui travaillent dans les grandes ONG, ils sont toujours attachés au pays. Avec les connexions sur l'Internet, ils suivent ce qui se passe. Avec les connexions avec la famille, ils participent au développement. Donc, c'est au cas particulier. Il y a des gens qui rendent beaucoup de services au Sénégal, là où ils sont à l'extérieur. Comme aussi, si on les sollicite, certainement, ils diront jamais non, ils pourront venir participer aussi. Comme l'ont fait beaucoup de gens qui sont actuellement dans le gouvernement et dans certains postes de direction, ils ont répondu à l'appel. Je pense qu'on n'a pas besoin de leur lancer un appel. Les Sénégalais, partout où ils se trouvent, ils se sentent sénégalais et si on fait appel à lui, ils viennent très souvent répondre à l'appel. Alors, la politique, on en parle puisque vous l'avez brossé aussi. Comment est-ce que vous avez pu mettre un pied en politique vu la formation que vous avez? Qu'est-ce qui vous a inspiré à entrer dans le milieu de la politique? Écoutez, moi je venais de rentrer au Sénégal et j'ai trouvé une situation avec le Covid-19 à l'époque. Et c'était une situation qui était un tout petit peu cocasse pour moi. Parce que en 2020. En 2020. Donc j'avais l'impression que je n'avais pas fait la médecine, quoi. Parce que je voyais une maladie qu'on était en train de traiter comme quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors que de tout le temps, le Sénégal a eu à gérer des épidémies avec beaucoup de succès. Mais avec le Covid, tout se passait comme si on n'a pas fait de la santé publique. Tout se passait comme si on recevait une dictée, un certain mimétisme. On regardait France 24 et puis on voyait ce que les Français faisaient, on essayait de copier. Et cette manière de faire allait nous conduire vers le mur. Et c'était visible par tout le monde. Et moi, je n'ai pas voulu assister
à cette situation et j'ai pris la parole. J'ai pris la parole pour dire que la façon dont nous étions en train de gérer cette maladie n'était pas la meilleure des façons et qu'il fallait, à mon avis, revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est quoi? Analyser la maladie avec les informations que nous avons, avec notre contexte, notre environnement, et bien prendre des décisions en fonction de ça. C'est ce que j'avais dit à l'époque. J'avais donc demandé à ce que, bon, qu'on ne s'affole pas, qu'on laisse le virus circuler, parce qu'il y avait un avantage. L'avantage de laisser circuler le virus, c'est qu'on allait développer une immunité collective, ce qui s'est passé actuellement. Actuellement, le virus, il est là. Hein. Vous avez vu, quand les gens se revenus, voilà, quand les gens se revenus de la Mecque, il y a eu des cas, mais bon, personne n'en meurt. Parce que justement, nous avons développé une immunité collective qui est très efficace, beaucoup plus efficace que le vaccin. C'est un vaccin naturel, en fait. Donc, c'est dans ce contexte. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai dit, écoute, plus qu'un engagement politique, c'est un engagement citoyen. Je fais partie du pays, il y a une situation, j'ai un minimum de connaissances, je partage ces connaissances-là. Voilà. Et de fil en aiguille, vous avez intégré aussi, vous avez décidé de faire de la politique. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, nous faisons toute de la politique d'une façon ou d'une autre. D'accord. Alors, pendant ce temps, durant la Covid, vous avez été très acerbe contre le régime qui était là par rapport à la gestion surtout de cette épidémie-là. Vous disiez que c'est des, vous l'avez répété tout à l'heure, c'est des mimétismes que les gens sont en train de faire, mais quand même, tout de même, le Sénégal faisait partie des pays qui ont réussi la gestion de cette pandémie. Bon, ça, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Ah oui? Oui, on aurait pu faire beaucoup mieux parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent inutilement. 1000 milliards, on a emprunté 1000 milliards. Ces 1000 milliards, il y a plus de 75%. C'est des prêts qu'on va rembourser. Et donc, le service de la dette qui est actuellement très lourd est alourdi en partie par ces 1000 milliards-là. Donc, si vous me dites que c'est bien géré, ben, écoutez, moi, ce n'est pas mon avis. Je pense que... Non, quand je dis que c'est bien géré, quand on fait la comparaison des cas de décès comparativement aux Occidentaux ou bien dans certains pays... Oui, mais ça, ce n'est pas la gestion qu'il a fait, c'est le profil épidémiologique de la maladie dans le pays qui a fait qu'il n'y avait pas beaucoup de morts. Ce n'est pas la gestion qu'il a fait. Mais non, ça n'a rien à voir. Le virus était beaucoup moins virulent dans nos contrées, ou bien nous avions des anticorps pour lutter contre. En tout cas, il y avait quelque chose qui faisait que la maladie telle qu'elle s'est développée en Europe et en Asie n'était pas la même. Et ça, c'était un constat. Un constat sur lequel, d'ailleurs, on devait se baser pour prendre des mesures. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a dit, on a peur que ce qui se passe en Asie et en Europe se passe au Sénégal. Et on a pris des mesures draconiennes. Ce n'est pas une bonne façon de faire de la santé publique. La bonne façon de faire de la santé publique, c'est d'analyser les données en fonction du contexte local et de prendre des décisions stratégiques en fonction de ça. Et nous ne l'avons pas fait. Nous avons dit, on a peur que si on ne fait rien, on va être débordé. Et en fonction de ça, on a pris des mesures. Et ce sont ces mesures-là qui nous ont beaucoup porté préjudice. C'est ça le vrai problème. On ne fait pas de la santé publique comme ça. Donc on a inversé les choses en réalité. Donc je ne pense pas qu'on ait bien géré du tout. On a très très mal géré cette affaire. Ça a été très mal géré. Vous avez parlé de la dette publique qui s'est alourdie avec la Covid-19, 1000 milliards. Une transition toute trouvée pour parler bien sûr du régime actuel qui aussi s'est lancé dans des eurobonds après 3 mois, avant même les 3 mois, alourdissant aussi de la même façon la dette publique. Aujourd'hui, d'une manière générale, quelle analyse faites-vous sur cette gestion? Bon, moi je crois qu'on n'a pas le choix. Oui. Quelquefois, on n'a pas le choix. Si vous venez vous trouver une certaine situation où le pays est hyper endetté, comment vous allez faire pour faire face aux charges fixes? À la fin du mois, le gouvernement doit payer les salaires, doit faire face à certaines obligations liées à justement cette dette et à d'autres charges. Comment ils vont faire? Vous avez vos recettes douanières, les recettes fiscales. Si ça ne suffit pas, vous empruntez. Donc, la situation très difficile d'extrême endettement que le gouvernement a trouvé, ce ne sera pas réglé du jour au lendemain. Il faudra beaucoup de temps pour le régler. Mais ça, c'est une question beaucoup plus technique que les gens du ministère des Finances et les politiques pourront peut-être... Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être très très difficile de trouver les équilibres macroéconomiques à court terme. Oui, mais sauf que c'est des promesses ou bien des engagements qui sont là quand même, que les nouvelles autorités avaient donné aux Sénégalais, que la dette publique était quand même très, très élevée.
et qu'ils se lanceraient, sinon qu'ils vont s'investir à ce que cette dette-là soit quand même un peu revue à la baisse. Aujourd'hui, si vous nous dites que quand même ce sera très difficile pour eux, est-ce que ce n'est pas un peu alarmant? Non, non, mais je ne sais pas est-ce que c'est alarmant. Je ne suis pas un technicien des finances. Mais d'après les informations que nous avons, les finances publiques seraient très tendues. Et je pense que ça, on peut le voir. Le président de la République l'a dit lors de son dernier discours. Mais donc ça, ce n'est pas une situation qu'ils ont créée eux-mêmes, c'est une situation qu'ils ont trouvée. Et dans le management, avant d'avancer, il faut toujours faire un état des lieux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, ça me rassure. Parce que s'ils se précipitent, ils vont rentrer dans les pièges qui leur ont été tendus, dans les choses trappes, dans les terrains minés. Donc le fait que le gouvernement prenne son temps, je pense que c'est une excellente chose. C'est une très très bonne chose. Parce que s'ils se précipitent, ils vont se tromper. Et personne ne les presse, ils n'ont qu'à prendre leur temps. Oui, mais sauf que quand même, après les 100 jours, il y a eu beaucoup de déclarations venant des opposants, de par-ci, de la société civile, de par-là aussi, mettant surtout la pression par rapport à l'attente des populations. Quand même, il y a une pression qui commence à se dégager. Mais c'est clair qu'il y a une pression, mais la vocation d'un homme au pouvoir, c'est de pouvoir résister aux pressions, de gérer les États et de ne pas gérer les états d'âme. Sinon, vous n'avez pas votre place là. Les opposants qui parlent, mais ils sont dans leur devoir et dans leur droit. Il faut qu'ils parlent. Les gens de la société civile, je suis un peu plus réservé. Parce que moi, quand on parle de société civile, il y a des gens, je ne comprends pas très bien ce qu'ils veulent. Ah oui? Oui, parce que quand on parle de société civile, il faut toujours voir qui finance. Si c'est l'Union européenne qui te finance, moi, je suis très réservé. Si c'est USAID qui te finance, je suis très réservé parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent derrière. Donc, il faut faire très attention. Et ce que je dis là, je pense que les gens du pouvoir le savent. Ce n'est pas parce qu'on est de la société civile qu'on peut parler au nom du peuple, qu'on est désintéressé forcément, qu'on n'est pas manipulable. Non. Je pense que les gens de l'Union européenne qui financent les élections, qui financent les listes électorales et tout, ben, ce qu'ils font, ce n'est pas dénué d'intérêt. Souvent, ils manipulent les gens de la société civile, ils manipulent les candidats aux élections. Et c'est ça le problème. Donc, ce qui fait que quand les gens sont élus, on a l'impression qu'ils sont au service de l'étranger. Ce qui s'est passé au Mali, on a élu des gens démocratiquement. Et le peuple a l'impression que ces gens sont allés se vendre aux étrangers. Et donc, ça justifie tout ce qui s'est passé dans ces pays, Niger, Burkina, Mali, pour des pouvoirs qui sont arrivés, pour des gens qui sont arrivés au pouvoir par la démocratie, on se rend compte qu'ils travaillent pour l'extérieur. Et souvent, ils étaient soutenus par des gens de la société civile, des ONG. Donc, il faut faire très attention. Moi, je ne suis pas impressionné par ces pressions qui viennent de la société civile, parce qu'on ne sait pas toujours quel est le jeu de ces acteurs. Qui est derrière. Et ça, il faut qu'on le dise. Oui. Il faut qu'on le dise. Nos démocraties sont piégées par certains partenaires qui utilisent certains gens de la société civile et de certaines ONG, mais pour les manipuler, pour leur gaze. C'est des pratiques quand même qui sont récurrentes en Afrique surtout. Bien sûr. Vous avez cité le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso et un peu partout aussi, mais ici au Sénégal aussi. On a l'impression qu'on avait vécu la même chose en 2012 quand Maître Wade disait qu'il est victime d'un complot international. Vous êtes dans cette logique-là? Mais ça continue toujours, ce que je dis, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les gens n'ont peut-être pas le courage de faire face à ça, mais par exemple en Géorgie, la Géorgie a un problème aujourd'hui avec l'Union européenne et les Américains parce qu'ils ont juste dit que si une ONG reçoit plus de 20% de son financement de l'extérieur, il doit être soumis à un certain norme. C'est tout ce qu'ils ont dit. Et l'Union européenne et les Américains leur tombent dessus. Il y a anguille sous roche. Donc, tout le monde sait que quand les nations sous-développées sont déstabilisées, il y a toujours des acteurs de la société civile. Entre guillemets. Il y a toujours des ONG, entre guillemets. Donc, il faut faire face à ça. Donc, ce n'est pas parce que une revendication émane des acteurs de la société civile que c'est des revendications tout à fait légitimes. J'entends des gens qui poussent pour faire sortir le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, il faut bien regarder. Hein. Il y a beaucoup de gens qui tirent. On ne sait pas pourquoi ils sont en train de tirer pour ça. C'est vrai que c'était une promesse, mais une promesse, on doit l'évaluer à l'aune de la réalité du terrain. Si aujourd'hui les magistrats vous disent qu'ils ne sont pas pour que le président de la République sorte du Conseil de la magistrature, mais il faut les écouter. Ce sont les seuls acteurs à écouter.
Tous les autres là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a que les magistrats qui savent de quoi ils parlent. Et ils disent qu'ils veulent que le président reste dans le Conseil supérieur de la magistrature. Si l'intérêt du pays l'exige, moi je demanderai au président de suivre les magistrats et de rester dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne change pas fondamentalement les choses de toute façon. Donc parfois aussi, vous voulez dire que certaines promesses n'étaient pas quand même conformes aux intérêts des populations? Non, vous savez, quelquefois, Khalil, vous pouvez faire des promesses de bonne foi. Oui. Vous pouvez dire, si je viens au pouvoir, je vais faire une déclaration de candidature. Vous le dites de très bonne foi. Mais vous vous rendez compte... la candidature pour les postes de direction. Pour les postes de direction. Oui, vous dites, on en parle. Si je viens au pouvoir, je veux le faire. Vous faites une déclaration comme ça de très bonne... Ok, de bonne foi. Okay. Vous vous rendez compte qu'une fois au pouvoir, que ce n'est pas applicable tout de suite. Et moi, personnellement, je crois que ça ne sert à rien dans une administration comme l'administration au Sénégal de faire des déclarations de candidature. Parce que pourquoi vous faites une déclaration de candidature? Vous faites une déclaration de candidature pour chercher des compétences que vous n'avez pas. Dans l'administration sénégalaise, je vous assure, je n'ai jamais vu des gens aussi compétents dans tous les domaines. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Santé, j'ai rencontré des gens des ministères des Finances, des ministères de l'Hydraulique, de l'Environnement, beaucoup d'autres ministères. J'étais séduit par la qualité des cadres qui étaient là. Donc, au Sénégal, on n'a pas de problème de cadre. Le problème qu'on a eu, c'est un problème de management. On a demandé aux fonctionnaires de faire de la politique. Figurez-vous, avec le régime sortant, mais il était difficile de trouver un chef de division dans un ministère qui ne faisait pas de la politique. Très difficile, il faut le chercher. Moi, j'étais directeur de programme au niveau du ministère de la Santé, 2005-2011. C'était sous Wade. Oui. J'étais médecin de district. Le PNLP. Je vous assure, je ne me souviens pas d'un directeur qui avait une casquette politique. Et pourtant, c'était sous Wade. Les ministres étaient très politiques, mais les directeurs, il n'y en avait pas beaucoup de politiques. Peut-être qu'il y en avait un ou deux. Avec Macky Sall, vraiment, on a franchi tous les Rubicons. Les records sont battus. Les records étaient battus. Oui. Tous les chefs de service faisaient de la politique. Et ça pose problème. Oui. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des résultats dans un contexte pareil. Donc c'est ça le problème en fait. Le problème, ce n'est pas un problème de compétence où il faut lancer. Si vous donnez aux fonctionnaires des directives claires, qu'on n'attend pas de vous que vous fassiez de la politique, on attend de vous que vous fassiez des résultats, qu'on mette en place un système de contrôle en amont et en aval, mais on n'a pas besoin de faire des appels à candidature, même sur l'international. Oui. Moi, j'ai travaillé à l'OMS. Oui. Mais quand les gens faisaient appel à candidature, il y avait deux formes. Il y a une forme où c'était en interne. Si la compétence existe en interne, on n'ouvre pas. C'est quand la compétence n'existe pas dans l'OMS, dans le service, qu'on ouvre à l'international. Et même souvent, mon ami, on ouvre mais on sait qui on prend. C'est juste pour respecter des formes quelquefois. Donc, je ne crois pas du tout qu'il soit nécessaire de faire des appels à candidature pour l'administration sénégalaise. C'est ma conviction. Mais, ils avaient fait la promesse, c'est vrai, oui, mais c'est des promesses qui sont là. Oui. Mais aussi, est-ce que, comme vous l'avez souligné avec Macky Sall, où tous les records étaient battus concernant les directeurs qui ont des casquettes politiques, aujourd'hui, les recrutements, en fait, les nominations dernièrement, on a vu quand même une forte présence, une dose politique assez importante à la tête de certaines directions, notamment qui sont des directions très stratégiques, au détriment en tout cas des sortants de l'École nationale d'administration, qui sont un peu laissés en rade. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur que ce qui était arrivé au régime de Macky Sall puisse arriver à ce régime-là? Non, je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que ça dépend des directives que le chef de l'administration donne. Mais quand on dit que les administrateurs civils sont la cheville ouvrière de l'administration, aujourd'hui, s'ils sont laissés en rade au profit des politiques, bon, moi, ça pose problème parfois. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Franchement, je n'ai pas suivi au détail. Est-ce qu'il y a des postes qui étaient réservés à des administrateurs civils ou non? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est juste que je crédite le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko d'une bonne foi suffisante pour donner à leur nomination le caractère de compétence et de mérite. Parce que c'est ce qu'ils nous ont toujours montré. Jusqu'à preuve du contraire, moi, les gens qu'on nomme, je ne les connais pas. Mais de façon globale, je pense que ce sont des gens qui sont compétents. Et si on leur demande de travailler, de faire moins de politique, mais ils feront des résultats. Sous Diouf, sous Wade, sous Senghor. Mais l'administration était la même et les gens faisaient des résultats. Bon, maintenant que
un corps se sente lésé ou autre, bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails parce que je ne maîtrise vraiment pas. Ah, mais le corps, sauf que ce corps-là, c'est le corps quand même qui est formé pour gérer, pour être dans l'administration. Bon, moi, ce que j'ai vu, les secrétaires généraux, par exemple, le ministère de la Santé que je connais, le secrétaire général, c'est un administrateur civil. Dans beaucoup de DAGE, c'est des administrateurs civils. Certains directeurs de cabinet, c'est des directeurs de cabinet. Oui, et vous encouragez ça. Mais c'est ce qui est normal. Je pense qu'il faut donner à certains postes le contenu qu'il faut. Moi, je pense qu'un directeur de cabinet, la meilleure personne pour un directeur de cabinet, c'est un administrateur civil. Le Premier ministre, son directeur de cabinet, c'est un administrateur civil. Justement. Par contre, les postes de secrétaire généraux, je suis plus réservé. Pour moi, le secrétaire général, il doit être un technicien. Vous savez pourquoi? Parce que quand le ministre s'en va, il part avec son cabinet et le secrétaire général qui reste. Pour assurer la continuité. Et il n'y a pas meilleure personne pour assurer la continuité qu'un technicien. Mais enfin, il y a de très bons secrétaires généraux qui sont administrateurs civils. Donc, ça ne me pose pas un problème. Justement. Alors, la politique, on en parle, puisque vous étiez aussi engagé en politique, à la mairie de Sindia, bien sûr. Malheureusement, vous n'avez pas eu à gagner lors des dernières élections territoriales, mais que vous aviez trouvé une alliance avec M. Bougane Gueye Dany. Qu'en est-il de cette alliance-là? Oui, mais vous savez, moi, comme je dis, je suis entré très tard dans la course à la mairie. Je suis entré en juillet et les élections, c'était en février. Donc, 7-8 mois. C'est très, très court pour faire des résultats. Et c'est la leçon que je tire. Si vous voulez vous engager au niveau local dans la politique, il faut s'y prendre minimum 5 ans de travail de terrain. Si vous arrivez à 8 mois, il n'y a pas de miracle. Et donc, ce qui nous est arrivé. Mais c'était bien, c'est une expérience qu'on a connue. Je suis allé avec Gemsabop parce que je cherchais une alliance. Bougane a eu la gentillesse de nous endosser et nous sommes allés aux élections. Mais ça s'est arrêté là. Moi, je ne suis pas un militant de Gemsabop. Je ne suis pas un militant de Gemsabop, pas du tout. Mais il y a eu des rapprochements quand même avec... durant ces élections-là, pourquoi... Mais bien sûr, Bougane, il reste un ami. Oui, donc mais je veux dire que politiquement, je n'ai jamais été... Vous ne partagez pas les principes politiques de M. Bougane Gueye Dany, qui est votre ami aussi? Non, non, je veux juste dire que... ce n'est pas parce que c'est mon ami qu'il n'a pas le droit d'avoir son point de vue. Oui. Il a le droit d'avoir son point de vue, j'ai le droit d'avoir mon point de vue. Je ne suis pas membre de Gemsabop. Je respecte ses positions. Et je pense qu'il est bien qu'il y ait une diversité, que chacun exprime ses points de vue dans le respect. En dehors de... Moi, ce que je déplore, c'est vraiment les attaques crypto-personnelles. Quand quelqu'un donne son point de vue, mais il faut le laisser donner son point de vue. Comme il est en train de le faire, d'ailleurs. Mais bien sûr, il a le droit. Avec le régime. Mais il a le droit. Tant qu'il reste dans les limites de la courtoisie, tant qu'il reste dans les limites de la bienséance, mais il peut dire son point de vue. Mais quand vous voyez, quand Bougane parle, si vous allez dans les réseaux sociaux, la façon dont il est attaqué, je trouve que c'est excessif. C'est excessif. Par les militants de... Bon, je ne sais pas par qui. Je veux dire juste que la façon, il est attaqué par des gens sur les réseaux sociaux, mais c'est des attaques personnelles. Ça, ce n'est pas important. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il dit et de le répondre là-dessus. Il faut éviter aussi une erreur. Oui. Vous savez que Ousmane Sonko, il a été fabriqué par les gens de Benno Bokk Yakaar, qui se sont mis à s'acharner sur lui par tous les moyens. Alors, les gens de Patriotes, là, ils n'ont qu'à refaire la même chose avec un Bougane ou avec un Thierno Bocoum. Ils auront le même résultat. Il faut laisser les gens s'exprimer. Quelquefois, il faut même les ignorer. Ils auront fabriqué leur propre... Mais vous allez fabriquer vos propres opposants. Continuez, ils n'ont qu'à continuer à les marquer à la culotte, comme ils sont en train de le faire. Ils vont leur faire une publicité qu'ils n'auront pas s'ils les ignoraient. Donc il faut apprendre des leçons. Ousmane Sonko, en 2017, qui le suivait? Personne. Mais le véritable promoteur de la montée en puissance politique de Ousmane Sonko, c'est les gens de Benno Bokk Yakaar qui se sont acharnés de façon déraisonnable sur lui. Et c'est ça qui l'a propulsé. Le gars, il veut faire un Némékoutour. Vous créez beaucoup de bruit autour du bruit. Et le bruit que vous créez fait beaucoup plus de crédit que son Némékoutour. Et vous lui rendez service. Alors, les gens des Patriotes, ils n'ont qu'à refaire la même chose avec les Bougane, les Thierno Bocoum, et ils auront le même résultat.
on était aussi presque, j'ai envie de dire la même chose avec Karim Wade, qui a été fabriqué toute pièce par l'ancien régime aussi. Mais c'est comme ça. Parce qu'en 2009, il a été battu dans son propre bureau de vote. Il faut laisser les gens s'exprimer. Oui. Il faut que les militants laissent les opposants s'exprimer, donner leur point de vue. Justement. Et s'ils le répondent, qu'ils le répondent sur ce qu'ils ont dit. Il ne faut pas aller chercher des critères personnels. Ça ne sert à rien. Par rapport à la liberté d'expression, aujourd'hui au Sénégal, quelle lecture en faites-vous? Parce qu'aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a une certaine répression systématique d'une pensée unique qui est en train de se dégager. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé, bien sûr, c'était depuis 2000, depuis avant les élections, surtout sur les réseaux sociaux qui sont devenus aussi des médias sociaux, quand même, quoi qu'on puisse dire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la liberté d'expression sénégalaise au Sénégal? Bon, moi, je n'ai pas l'impression qu'on saute systématiquement sur ce qu'ils disent, hein, je n'ai pas l'impression. Oui. Au contraire, j'ai l'impression que bon, c'est assez ouvert, les gens disent ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, je suis un partisan de la liberté d'expression. Il faut laisser les gens s'exprimer. Mais aussi, je crois qu'on peut dire, donner son point de vue sans insulter. Il y a Suzanne Camara qui a été arrêtée hier pour avoir tenu des propos déplacés à l'endroit du chef de l'État et de son Premier ministre. Bon, moi, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit récemment, mais je n'ai pas besoin d'écouter ce qu'il a dit pour connaître un peu le profil de l'individu qui a appelé au meurtre contre Sonko. Tout le monde l'a suivi, il y a les vidéos qui sont là. Donc, c'est un personnage qui est un peu, habitué des excès. Je pense qu'il faut juste le rappeler à l'ordre. Il peut dire ce qu'il pense, mais il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas faire des attaques personnelles. Parce que si vous le faites, vous tombez sous le coup de la loi. C'est la loi qui interdit, qui protège le chef de l'État. C'est la loi qui interdit à ce que, bon, on ne puisse pas manquer de respect au chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État. Donc, à moins qu'on ne change les lois, si aujourd'hui vous insultez le président de la République avec les lois qu'il y a dans ce pays, mais le procureur va vous convoquer. Et ça, le régime n'a rien à voir là-dedans. Ça se faisait sous Senghor, sous Abdoulaye Wade, et actuellement, ça va continuer, parce que ce n'est pas une affaire de régime. À moins qu'on ne change la loi, si vous insultez le président, aux États-Unis, vous insultez le président, il n'y a aucun problème. Et vous avez le droit, hein. Au Sénégal, ce n'est pas possible parce que la loi l'interdit. Bon, peut-être avec nos us et coutumes aussi. Je pense que ce n'est pas bien d'insulter les gens. Personne n'aime se faire insulter. Oui, du tout. Est-ce que ce n'est pas un phénomène aussi qu'on a laissé grandir depuis un certain temps? Bon, moi, je pense qu'on a quand même une crise des valeurs dans ce pays. Vous savez, nous, nos gens de la génération, il n'y avait pas l'Internet comme il y a l'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous cachez derrière votre clavier, vous insultez qui vous voulez. Même les morts, on les insulte. Donc, vous voyez que si vous êtes poli, devant votre ordinateur ou derrière votre ordinateur, en présence, vous êtes poli toujours. Sur Internet, vous voyez des gens qui sont très polis. Comme vous voyez des gens aussi qui ne sont pas bien polis, mais ça, c'est la vie. C'est la vie, vous ne pourrez rien contre Internet. Il faut faire avec. Il faut faire. On doit apprendre à vivre avec Internet. Il faut. Comme, les gens viendront sur Internet avec leur éducation. Ouais. Sur Internet, vous voyez des gens qui n'insulteront jamais parce qu'ils sont bien éduqués. Ouais. Alors, le système de santé au Sénégal, on en parle aussi. Vous êtes spécialiste de la santé publique. Le système sanitaire sénégalais aujourd'hui, est-ce que ça vous rassure tel que c'est conçu? Mais écoute, le système au Sénégal, je suis assez mitigé quand je l'évalue. Autant, d'un certain point de vue, il y a beaucoup d'efforts et d'investissements qui ont été faits, autant j'ai l'impression aussi qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire pour régler le triptyque. Feebar faju. Vous pouvez investir ce que vous voulez. Vous pouvez trouver les politiques les plus belles. Si vous ne réglez pas l'équation, feebar faju, vous ne réglez pas la demande sociale. Parce que c'est ça le problème en fait. Même les problèmes de prévention, c'est pour régler ça. Les gens, ils sont malades, ils veulent se faire soigner, très bien et à moindre coût. Et ça, c'est un véritable challenge, ce n'est pas encore réglé. Moi, je viens d'un hôpital la semaine passée, je suis médecin, mais je vous assure que ce que j'ai souffert, je ne vous dirai pas. Dans l'accueil et je te dis, je suis médecin. Dans la prise en charge. Je suis médecin. Donc, le problème, il est très, très compliqué. Il est très compliqué, mais il faut une véritable volonté de tous les acteurs. Tous les acteurs. Il faut que les gens prennent conscience. Si on s'enferme dans notre bulle pour dire que tout va bien, il n'y a pas de problème, on ne réglera jamais les problèmes. Aujourd'hui, on a un problème qui est résumé à est-ce que ce m'a fait avoir de nafaju? C'est pas sûr.
Donc le système, il est un peu malade. Le système, il est très malade. Le système sanitaire sénégalais, il est très malade. Vous appelez peut-être à des assises pour revoir un peu le tout dans un ensemble. Bon, vous savez, moi, les histoires d'assises, là, je ne suis pas tellement là-dedans. Parce que donc, au niveau de la santé, mon cher ami, tous les diagnostics ont été faits. Ah oui, déjà. Tous les diagnostics. Moi, il m'est arrivé, quand j'étais directeur du programme, d'avoir une idée lumineuse la nuit. Hein. Je me réveille avec mon idée, avec mon équipe, on passe toute une journée à réfléchir sur la question. Quand je termine mon document, il y a un ancien du ministère qui vient avec un vieux document qui me dit « Thior, le fruit de votre réflexion là, on en a discuté il y a 10 ans et voilà le texte. » Donc, je suis convaincu que tous les diagnostics ont été faits et sont dans nos tiroirs. Il faut les dépoussiérer et se donner la volonté politique de les appliquer. On n'en est plus au diagnostic. On sait, on connaît les problèmes. Moi, je ne suis pas pour les assises. Hein. D'accord. Les résultats de ces assises-là, on les connaît. Donc, je pense que quand on parle de médecine, je mets ma blouse, je suis en face de mon malade, personne ne me trouve là. Ça, c'est la médecine. Quand on fait de la santé, c'est ouvert à tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'enfermer dans des clichés comme ça. Ce qu'on demande à un ministre de la Santé, c'est d'avoir de bonnes capacités managériales pour fédérer les compétences que vous avez. Parce que dans la santé publique, mais vous avez tout le monde. Et c'est ça qui fait la richesse et la beauté de la santé publique. Moi, j'ai été dans des projets. J'étais dans des projets d'ONG. Je n'étais pas le chief of party. J'étais directeur technique. Mais mon chef direct, il ne connaissait rien à la médecine. C'était des gens qui avaient fait des formations en chimie, en agriculture. Ils ne connaissaient même pas la santé publique, mais ils étaient de très bons managers, pour la plupart. Et donc, je pense qu'il faut dépasser ces clichés de oui, il est médecin. Non, je pense qu'un géographe, s'il a de bonnes capacités managériales, il peut faire un très bon ministre. Il faut le juger au résultat. Et les résultats, vous les... Il faut qu'il sache choisir aussi ses collaborateurs. C'est très important de choisir ses collaborateurs, parce que le ministre en lui-même, ce n'est pas lui qui fait les tâches. Le ministre, on lui apporte des notes techniques. Si vous ne choisissez pas de très bonnes personnes pour faire ces notes techniques, pour les élaborer, vous allez vous tromper parce que vous avez mis des gens qui ne sont pas compétents, justement. Donc, le choix des personnes pour vous accompagner dans votre mission, c'est le premier acte de management que vous devez poser en tant que ministre de façon globale, et ministre de la Santé en particulier. On va vers les deux dernières... Ok, voilà. Donc, on va vers les deux dernières questions. La première, c'est surtout par rapport, avec le recul, vous l'avez même brossé au début, avec le recul aujourd'hui, la Covid-19 était-elle très mal gérée? Mais oui, bien sûr, je l'ai déjà dit, la Covid-19, on n'aurait pas dû dépenser autant d'argent, on n'aurait pas dû fermer les régions pour faire tomber en faillite beaucoup de GIE, beaucoup de débrouillards qui vendaient leurs produits entre Dakar et Thiès. On ferme, ils ne peuvent plus le faire. On empêche les gens de circuler, on confine les gens. Ce n'était pas la peine. Si on était resté vraiment orthodoxe, professionnel, dans la gestion technique, hein, je veux dire. Technique qui est propre aux réalités sénégalaises. Aux réalités sénégalaises, on n'aurait pas pris ces décisions. Le Bénin n'a pas pris ces décisions. Le Mali n'a pas pris ces décisions. Il n'y a que le Sénégal qui s'est agité comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que ce n'était pas aussi une gestion mondiale, en tout cas, l'OMS qui voulait une gestion unique donc, Mon cher ami, il y a un principe fondamental dans la gestion des épidémies de façon internationale, c'est penser local et agir, penser global et agir local. Penser global, c'est prendre en compte tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, mais vos décisions, vos stratégies doivent être dictées par la réalité locale. C'est un principe que tous les techniciens de santé publique connaissent. Penser global, agir local. L'OMS donne des directives, il est dans son rôle. Mais ce n'est pas parce que l'OMS donne une directive que vous devez l'appliquer forcément. Non, il y a des techniciens dans le pays, mais qui valent les techniciens qui travaillent à l'OMS, qui peuvent prendre des décisions. C'est ce qu'on n'a pas fait. Moi, j'avais l'impression qu'on suivait France 24 et on appliquait au Sénégal. Ce n'est pas acceptable. Alors, le paludisme aussi. Vous avez eu à gérer le PNLP pendant 6 ou 7 ans. Donc, ce qui veut dire que vous connaissez quand même un peu l'évolution de cette maladie au niveau du pays. Aujourd'hui, la gestion, sinon l'évolution même du malaria dans nos zones, la baisse est en train de s'effectuer.
on quitte de 35 à 20% d'après les dernières recherches que j'ai vues. Cette gestion-là aussi, est-ce qu'elle est très bien faite au Sénégal pour justement arriver à ce résultat-là? Khalil, quand moi j'étais étudiant en médecine, notre ennemi numéro 1 en matière de santé, c'était le paludisme. Vous montiez la garde à la clinique Albert Royer, vous n'avez pas moins de 5 à 6 morts. Par jour? Par jour, par garde. Je ne parle pas des morts dans les services, la garde, je veux dire. Quand nous étions étudiants en médecine. Et donc, c'est une des raisons qui m'ont poussé à m'engager dans le paludisme. Parce que nous, quand nous, on était jeunes médecins, ceux qui voulaient faire carrière, ils ne choisissaient pas le paludisme, hein, ils choisissaient le sida ou autre chose, planification familiale. Moi, j'étais tellement traumatisé par les enfants qui mouraient de paludisme que j'ai dit que toute mon énergie, en tant que médecin de santé publique, je vais le mettre pour mettre fin à ça. Et Dieu m'a aidé. Quand j'étais coordinateur de programme, on a eu de nouveaux outils. Nous avons été à l'origine de l'introduction des tests diagnostiques rapides, des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, des TDR, les tests diagnostiques rapides. Donc vraiment des outils révolutionnaires. Et vous parlez de 20 à 30%. Moi, quand je quittais le programme en 2011, quand on a fait le bilan, on avait quitté un taux de morbidité de 33% à 3%. 33% à 3%. Là où on avait 1200 cas par an, on était à 275 000 cas par an. Pour les décès, quand nous on arrivait, on parlait de 8 000 à 10 000 décès de paludisme par an. Et les chiffres étaient sous-estimés. Quand nous on quittait le programme, c'était 600 décès par an. Donc vous voyez, et tous les médecins qui prenaient la garde dans les services de pédiatrie peuvent vous dire que le paludisme n'avait pas la même charge auparavant que maintenant. Donc ça, c'est un des meilleurs indicateurs. Il y a des études qui ont été faites, mais qui ont montré vraiment l'impact, jusqu'à ce qu'on puisse parler de l'élimination du paludisme. Moi, la sous-spécialité de paludisme que j'ai faite, c'était l'élimination et l'éradication du paludisme. C'est ma sous-spécialité dans le paludisme. Parce que dans le paludisme, il y a beaucoup de spécialités. Ouais. C'est une petite branche, mais même sous la petite branche, il y a encore d'autres spécialités. Moi, je me suis spécialisé dans l'élimination du paludisme. Et j'ai parcouru beaucoup de pays d'Afrique et des Caraïbes comme consultant pour travailler sur ces questions-là. Et c'est un peu dommage que de 2011 à maintenant, on est 3% et qu'on n'ait pas éliminé le paludisme au Sénégal. Parce que c'était très possible. Et c'est possible aussi. Vous bien sûr. Moi, ma conviction que c'était, si la lancée qu'on avait prise, on l'avait continuée, ma conviction, c'est qu'on aurait pu éliminer le paludisme au Sénégal. Donc il y a une cassure quelque part sur... Oui, mais qui n'est pas toujours imputable aux techniciens du programme national. Parce que c'est politique. Il y a un acteur majeur qu'on appelle Bill et Melinda Gates, qui est venu perturber toute la stratégie qu'on avait au niveau de la lutte contre le paludisme, avec son argent. Ah oui? Mais oui. Comment? Mais comment? Mais parce que quand tu finances, mais tu dictes la stratégie. La stratégie qu'on avait au niveau du paludisme à l'époque, c'était une stratégie step by step. C'est-à-dire, on contrôle, on va vers la préélimination, on élimine, ensuite on pense à l'éradication. Bill Gates est venu dire, tout ça c'est fini. On va faire l'éradication. Moi, je suis allé consultant à Madagascar. Élimination du paludisme. Je regroupe les médecins de district, les techniciens. Tu sais la question qu'ils me posent, c'est quoi? Élimination du paludisme, je sais quoi? Oui, ils me disent, c'est quoi l'élimination du paludisme? Parce qu'eux, ils n'étaient même pas en mesure de contrôler le paludisme. Ils voulaient parler d'éradication. Et ça, c'est du fait de la Fondation Bill et Melinda Gates qui a imposé cette façon de voir. Parce qu'il finançait beaucoup la lutte contre le paludisme. Ce que je dis, il y a des gens qui ne vont pas aimer ou ne vont pas être d'accord, mais c'est la réalité. Parce qu'ils financent, ils imposent la stratégie. Et la stratégie est mauvaise actuellement. Donc, au niveau du Fonds mondial, vous allez voir, c'est la même chose. Ils vont donner de l'argent, mais ils vont vous demander de suivre la stratégie mondiale. Et donc finalement, le financement de Bill Gates était un handicap contre l'élimination. À mon avis, oui. À mon avis, c'est... Parce que moi, je travaillais dans beaucoup de pays. J'ai vu comment ce changement de vision a perturbé les pays.
perturbés carrément. Parce que vous parlez de gens d'élimination et d'éradication. Eux, ils sont dans le contrôle. Ils ne savent même pas de quoi tu parles. Les malades n'ont même pas accès au diagnostic. Ils n'ont pas accès au traitement le plus élémentaire. Même la gestion des données. On ne sait même pas combien de cas de paludisme réellement il y a dans le pays. Et tu parles d'éliminer. Doesn't make sense. Mais quand même, au Sénégal, pour revenir, justement, c'est possible d'éliminer ça. Je le pense très sincèrement. Mais il faudrait affirmer notre souveraineté dans ce domaine. Affirmer notre souveraineté, c'est tu ne finances plus mon activité. C'est moi qui le finance. Donc, quand je le finance, je ne vais pas exécuter ton plan de travail. Parce que si le bailleur de fonds donne ton argent, vous allez faire un plan de travail avec lui. Si vous avez 2 bailleurs, vous avez 2 plans de travail. Et votre plan de travail, il est où? Vous n'avez pas suffisamment de temps. Vous mettez dans le tiroir. Vous n'avez même pas matériellement le temps de le mettre en œuvre. Donc, la première chose, et c'est très possible, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, les bailleurs de fonds financent 80% de la lutte contre le paludisme. On va inverser la tendance. Moi, État, je finance 80%, les partenaires vont financer 20 000. Et en ce moment-là, je définirai les stratégies, les plans de travail, et je pourrais aller tranquillement à l'élimination. Autrement, ce n'est pas possible. C'est déjà fini le temps qui nous était imparti. Votre engagement politique, vous y tenez toujours? On verra. Pour le moment, vous êtes... Pour le moment, mais je suis membre d'un think tank qui s'appelle Khel Khel Ligue, XXL. Nous réfléchissons sur beaucoup de questions. Il n'y a pas une question au Sénégal sur laquelle on n'a pas réfléchi. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous avons beaucoup de portefeuilles sur lesquels on réfléchit et on participe de façon citoyenne. Docteur Pape Moussa Thior, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était un plaisir, mesdames et messieurs, de vous recevoir aujourd'hui dans Ultime Conviction, partager ce plateau avec Docteur Pape Moussa Thior, consultant international et spécialiste de la santé publique. Vous également, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement et merci à l'équipe technique.